Maintenant, donc, nous recevons Monsieur Giscard d'Estaing. Bonsoir, Monsieur Giscard d'Estaing. Tous les Français vous connaissent parce que vous avez été... Tous. Non. Si, vous avez été président de la République. Oui. Vous avez succédé à Georges Pompidou, dont on voit là la photo officielle. Et lorsque vous êtes élu, à 48 ans, vous présentez une autre photo officielle. Et alors là, on voit tout de suite la rupture dans le style. Hein, c'est tout à fait différent. Je peux vous faire de la peine, mais ce qui est dit sur les photos n'est pas exact. Ma photo, c'est par l'Artigue, oui. En fait, et celle de Pompidou, ce n'est pas par l'Artigue. Oui, mais enfin, bon. Mais cela dit, on voit la rupture du style. Président de la République à 48 ans, vous comprenez le soir où vous êtes élu le poids de la charge à 48 ans. Je vais vous raconter une petite histoire à ce propos. 5 ans avant, c'est le départ du général de Gaulle et la succession du général de Gaulle. Et il y a une réunion au Sénat, sous la présidence du président du Sénat, où il y avait tous les dirigeants du centre, centre-droite, centre-gauche, etc., qui voulaient que je me présente. Donc 5 ans avant ça. Je t'écoutais. 43 ans. Voilà. J'avais 43 ans. Et moi, je me suis dit, je peux être élu. Enfin, je peux être élu. Mais je serais un très mauvais président. Donc j'ai refusé parce que je pensais que je n'étais pas, à 43 ans, capable d'être président. Mais à 48, oui. Alors, tout juste. Bon, alors on sait que... D'ailleurs, la jeunesse, pour les Français, vous avez été tout de suite catalogué comme étant jeune parce qu'ils vous ont connu dès l'âge de 33 ans. Vous avez été secrétaire d'État au budget, vous avez fait le Nouveau Front avec d'autres, bien entendu. Et puis, alors... l'intelligence, vous avez été 2 fois bachelier à 16 ans, vous avez fait Polytechnique, l'ENA, 6e seulement à l'ENA, ça c'est moins bien, hein, il y avait des gens devant vous quand même, donc parfois vous étiez dominé. Et puis, entre les deux, vous avez été un baroudeur, parce qu'à l'âge de 18 ans, juste après la libération de Paris, vous vous engagez, et puis vous faites la libération de l'Alsace et vous poursuivez comme ça jusqu'à la fin de la guerre avec les chars français contre les Allemands. Cette image de baroudeur, de Giscard baroudeur, on la connaît moins bien. C'est bizarre, on la connaît peu. Et c'est une période étrange, parce que c'est la fin de la guerre, la France est libérée, et les Français ne font pas la guerre. Et moi, je pensais que les Anglais faisaient la guerre, que les Américains faisaient la guerre, que les Russes faisaient la guerre, qu'il fallait que les Français fassent la guerre. Donc je me suis engagé tout de suite avec quelques-uns de mes camarades, mais nous étions tout de même relativement peu nombreux à nous battre au moment de la fin de la guerre. Jean-François Achilly, pardon, qui nous a rejoint, directeur de la rédaction de RMC. Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur le Président, alors la jeunesse, la nouveauté, mais pas seulement sur la photo, bien évidemment, puisque dès votre arrivée à l'Élysée, vous imposez la majorité civile. J'impose, non, j'en propose. C'est vous qui en êtes à l'origine. La majorité à 18 ans, ce n'est pas rien, c'est une révolution. Un secrétariat d'État à la condition féminine avec Madame Françoise Giroud. Oui, qu'on connaît moins maintenant, mais qui était la grande vedette de la presse féminine de l'époque. Alors, changement sociétal aussi, le divorce par consentement mutuel, plutôt utile. Et 6 mois seulement après votre élection, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le 26 novembre 1974, Simone Veil, ministre de la Santé du premier gouvernement Chirac, monte à la tribune pour défendre son projet devant une assemblée presque entièrement masculine. Que la vie, que la santé, que les futures maternités d'une femme soient liées de la sorte à son niveau socio-professionnel, c'est là une injustice insoutenable dont la majorité des citoyens est maintenant consciente et que nous ne pouvons plus tolérer parce que le sens de l'effort social contemporain est de réduire les inégalités devant la souffrance ou l'adversité. L'enregistrement sonore intégral réalisé pour la première fois à cette occasion et le compte-rendu du journal officiel témoignent de la violence des 4 jours de discussion à l'Assemblée. Vous instaurez par là un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale. Le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs, où s'entassent des cadavres de petits hommes et qu'un certain nombre de nos collègues ou remplissant des poubelles. C'est de la barbarie organisée, comme elle le fut, hélas, il y a 30 ans, par le nazisme en Allemagne.
Le vendredi 29 novembre 1974, à 3h30 du matin, c'est le vote historique. Pour 284, contre 189. L'Assemblée nationale a adopté. Alors, les mots sont durs, hein, Valéry Giscard d'Estaing, avortoir, abattoir. Cette référence à la Shoah, comment l'avez-vous vécue? Non, c'était un engagement de ma campagne présidentielle. Et avant le début de la campagne, j'avais observé, j'étais ministre des Finances à l'époque, et j'avais observé les scènes très pénibles qui se déroulaient dans les tribunaux. Parce que les malheureuses jeunes femmes qui avaient été conduites à se faire avorter, souvent des gens dans des conditions sociales ou financières difficiles, parce que les gens qui avaient des moyens financiers pouvaient aller en Belgique, pouvaient aller en Angleterre, pouvaient aller en Suisse, où l'avortion était libre. Et donc il restait ceux qui ne pouvaient pas partir, ne pouvaient pas bouger, et ils étaient passibles de peine ferme de prison de 6 mois. Et alors, dans les tribunaux, il y avait des scènes extrêmement pénibles où le public insultait les juges. Enfin, c'était vraiment extrêmement pénible. Ça ne peut pas durer. Et j'ai voulu passer, non pas à l'encouragement, mais j'ai voulu passer de la répression à la responsabilité. Moi, je ne voulais pas qu'en France, les gens agissent sous le poids de la répression. Je voulais qu'ils agissent sous le poids de la responsabilité. Ce qu'on a fait, car c'est une loi qui n'encourageait pas l'avortement, c'est une loi qui transférait la responsabilité à la personne concernée, c'est-à-dire la jeune femme. Est-ce que vous regrettez rapidement de ne pas avoir vous-même aboli la peine de mort, ce qu'aura fait votre successeur? Non, c'est un autre sujet. On n'a peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui. La peine de mort, on l'appliquait presque plus. Mais la question était de savoir si elle restait dissuasive. Et j'ai su que pour ceux qui pratiquaient des choses abominables comme la torture ou le viol des enfants ou des femmes sans défense, le fait qu'il y ait un risque de peine de mort était dissuasif. Vous avez été très novateur avec cette loi sur l'IVG. Est-ce que aujourd'hui, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, 48 ans, dirait qu'il faut faire le mariage homosexuel? Oui, c'est pas mal. Vous cherchez à me tendre un piège. D'abord, je n'aurais pas appelé mariage. Je l'aurais appelé union. Que les gens aient le droit de vivre ensemble, de gérer ensemble leur patrimoine, d'assurer l'avenir, je crois que c'est tout à fait en phase avec la société actuelle. Employer le mot mariage, c'est autre chose. Le mot mariage, c'est un mot du langage très ancien. Et c'est un mot qui a été créé, utilisé dans les différents pays, les différentes civilisations, pour l'union de l'homme et de la femme en vue d'avoir des enfants. Donc c'est une autre situation. Moi, je l'aurais appelé union, mais je leur ai donné pratiquement les mêmes droits. En 1974, la bataille idéologique bat son plein. Vous avez pour adversaire François Mitterrand qui propose, disons, l'étatisation de l'économie. Il est allié au Parti communiste et dans un meeting en 1974, donc quelques jours avant le premier tour, ici à la porte de Versailles, il y a presque 100 000 partisans qui sont là et voilà ce que vous dites. Il nous propose d'entraîner la France dans un programme absurde de collectivisation, rejeté par tous les pays d'Europe, de secouer l'appareil productif français, encore fragile, jusqu'à le rompre, nationaliser et bureaucratiser l'économie française. C'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à l'Allemagne fédérale, à la Belgique, à la Hollande, où il y a bien des socialistes, et des socialistes de plus longue date que M. Mitterrand, mais qui se gardent bien de commettre de telles imprudences. Il ne faut pas laisser briser l'outil de travail des Français. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Parce Oui, qu'à ce moment-là, la confrontation idéologique est totale. L'Union soviétique attire encore beaucoup d'espoir. Oui, non, c'est une autre époque. Mais je dis, il ne faut pas laisser briser l'outil de production des Français. Et on l'a laissé briser. Regardez ici, autour de nous. Qu'est-ce qui est fabriqué en France? Les caméras ne sont pas fabriquées en France. Les écrans de télévision ne sont pas fabriqués en France. Les ampoules
Ils ne sont pas fabriqués en France. Tout ça, c'était fabriqué en France. Donc on a en 30 ans, en réalité, fait disparaître une grande partie de la capacité productrice française. Ben ça, on va en revenir dans la deuxième partie de l'émission, parce que, évidemment, c'est la crise. Un sujet toujours éminemment d'actualité, celui de la justice sociale, pour ne pas dire la lutte des classes, qui nous ramène à votre face-à-face télévisé de la présidentielle de 1974 avec François Mitterrand. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales, qui se tirent de tout, qui reçoivent des jetons de présence, des tantièmes, des bénéfices dans les conseils d'administration, des sommes énormes et scandaleuses, que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Et on sait bien que ce sont les forces politiques et syndicales qui se sont rassemblées derrière moi, et que c'est ma candidature et mon programme d'action qui permettront demain à la France d'engager la grande aventure, l'admirable aventure, non seulement de la réussite économique, mais aussi du progrès social. C'est là tout notre débat. Eh bien, M. Mitterrand, si on vous a écouté, comme je vous ai écouté avec intérêt, on est convaincu que ce qu'il faut faire, ça n'est pas ce que vous proposez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Incroyable ces images, Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez à ce moment-là que vous marquez un point décisif. Vous avez la main sur la joue d'ailleurs, vous avez l'air très décontracté. Je peux la mettre. Non, bon, je marque un point parce que c'est lui qui m'en offre l'occasion. C'est une improvisation. Mais voir cet homme, qui est un homme de talent, naturellement, prétendre, affirmer que lui assume toute la souffrance du pays, tous les malheurs des gens, et que les autres s'en moquent, que ça leur est égal, moi, ça m'a exaspéré. Et je lui ai dit, lui, arrêtez, arrêtez. Et il s'est arrêté. Et il a perdu l'élection. Quand je l'ai vu plus tard, il m'a dit, c'est à ce moment-là. J'ai perdu 300 000 voix, 350 000 voix, j'ai perdu l'élection. Alors, un autre grand moment de votre septennat, c'est la construction européenne. Et vous avez pour partenaire, à ce moment-là, un chancelier qui s'appelle Helmut Schmidt. Et ça aurait pu très mal se passer avec lui, parce qu'il était socialiste, manifestement. Pas socialiste, social-démocrate. Social-démocrate, manifestement, en tout cas, vous n'étiez pas social-démocrate. La France était déjà à la traîne ou en difficulté sur le plan monétaire lorsque vous arrivez au pouvoir. Et tout de suite, lorsque vous êtes installé à l'Élysée, la première rencontre, c'est avec lui, et ça se passe très bien. On va voir des photos, mais comment expliquez-vous, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Deux choses. D'abord, nous nous connaissions personnellement. Il était ministre de l'économie allemand et j'étais ministre des finances et de l'économie français. Et donc nous avons travaillé ensemble pendant la présidence du président Pompidou dans toutes les réunions internationales. Deuxièmement, nous avions fait la guerre, tous les deux. Lui du côté allemand, il était allé jusqu'à Moscou, et moi du côté français, j'étais allé jusqu'au lac de Constance et l'Autriche. Et puis, nous avons été les acteurs de la réconciliation. Nous sommes vus la première fois chez Jean Monnet, qui avait un appartement au bout de l'avenue Foch à Paris, et dans lequel il réunissait ce qu'il avait appelé le Comité pour les États-Unis d'Europe. Et c'est là que moi j'ai rencontré Helmut Schmidt. Donc au fond, nous avions la même expérience, nous croyions les mêmes choses et nous voulions faire les mêmes choses. Et vous avez fait le SME, Système monétaire européen, qui annonçait l'euro. Qui annonçait l'euro, absolument. Et ça, c'est votre grand acte? Nous avons fait plusieurs choses. Nous avons fait le Conseil européen, dont vous parlez dans vos informations, et ainsi de suite, comme une chose banale, mais qui n'existait pas. C'est la réunion périodique des chefs d'État et de gouvernement européens. Nous avons fait l'élection du Parlement au suffrage universel, qui a eu lieu en 1979. Donc jusque-là, il était nommé par les parlements nationaux, il n'était pas élu. Donc on a beaucoup fait avancer les choses. Mais le point le plus important actuellement, pendant 7 ans, il n'y a jamais eu une déclaration allemande ou française contradictoire. Jamais. Chaque fois qu'il y avait un problème, nous téléphonions, on parlait de ce qu'on pensait, etc. Bon.
Nous nous mettions d'accord et les positions, pendant 7 ans, ont toujours été communes. Il y a eu des événements très forts. Il y a eu l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, il y a eu les événements, les soulèvements en Pologne, toutes sortes d'événements. Toujours une position commune. Eh bien, on aura de toute façon, dans la deuxième partie de l'émission, l'occasion de reparler de l'Europe. Et en plus, vous parliez directement en anglais, que vous parliez l'un et l'autre parfaitement, donc ça facilitait la communication. Je crois, je vous dis que parler quand même, parler directement à quelqu'un, c'est pas la même chose que de parler par des interprètes. Les interprètes sont bons, il faut leur métier, ainsi de suite. Mais ça introduit un temps mort, un choix de mots, etc. Quand vous parlez, vous parlez. Et avec Helmut, nous parlions directement. Valéry Giscard d'Estaing, il y a enfin ces images de légende, vos adieux télévisés après la défaite de 1980, aux confins de la politique et du théâtre. Nous allons les revoir. En ce jour, qui marque pour beaucoup le terme de grandes espérances, je sais que vous êtes nombreux à partager mon émotion. Pour moi, je resterai attentif à tout ce qui concerne l'intérêt de la France. Tourné vers l'avenir et fort de l'expérience acquise, je ferai en sorte de me tenir à la disposition de mon pays pour défendre les principes et les idées qui ont guidé ma vie et inspiré mon action de 7 ans. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Oui, bonne chance du fond du cœur, sans amertume vis-à-vis des uns et avec une chaude reconnaissance pour les autres. Mes vœux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde et frappe dans le monde, je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Valéry Giscard d'Estaing, ne partez pas, restez avec nous. J'ai failli partir. Non, vous êtes très ému en revoyant ces images. Oui, d'abord, tous ces textes, c'est des textes écrits par moi. C'est vous-même? Oui, à la main, j'écris à la main, ça fait le papier, etc. Donc ces textes écrits, auxquels je réfléchissais quelques jours, là, 2 ou 3 jours simplement, que je connaissais à peu près par cœur, mais enfin que je préférais lire parce qu'il y a une sécurité de la lecture. Et mon départ, qui a fait le bonheur des ironistes en tout genre, c'est simplement une erreur de distance. Je ne savais pas que la porte était si loin. Bon, je suis venu m'asseoir derrière un bureau, bon, j'ai parlé devant le micro, la caméra, comme maintenant. Et quand je suis parti, après avoir souhaité justement bonne chance aux uns et aux autres, je me suis levé pour partir. Et la porte était très loin. Et la caméra a continué à filmer. Et l'opinion, beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs ont cru que c'était une mise en scène. Ce n'était pas une mise en scène, c'était une erreur de calcul. La porte était trop loin. Elle reste dans toutes les mémoires, ces images? Oui, bah, écoutez, il y en avait d'autres. Je préfère les images de l'arrivée à celles du départ. Mmh. Le mal qui rôde, c'est une phrase dure. Oui, mais c'était vrai, n'est-ce pas? C'était déjà vrai, et c'est encore vrai. Quand vous prenez des situations, on ne va pas commenter tout à fait l'actualité, mais les situations de la Syrie, par exemple, vous voyez l'œuvre du mal, hein, la destruction d'un pays, d'une civilisation, de plusieurs religions, ça. Donc le mal est au travail, il détruit beaucoup de choses. Et moi, j'avais essayé de faire que la France soit un pays paisible, une démocratie forte et paisible. Je n'ai pas changé une loi électorale. Je n'ai pas déplacé une date d'élection, jamais, parce que je voulais que les Français s'habituent à avoir une démocratie forte et paisible.
Eh bien, cette démocratie paisible, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Merci Jean-François d'avoir été avec nous pour cette première partie. On retrouvera Christophe Onodibio, directeur adjoint de la rédaction du Point, pour la deuxième partie dans un instant. Eh bien, merci de vos questions.